Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Production de pétrole au Sénégal, le ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome exhorte les opérateurs à respecter les délais de production des premiers barils. Il s'est rendu sur le bateau FPSO pour voir les derniers réglages qui sont à 95%. Bientôt, un centre d'ophtalmologie à Saly. La construction de cette infrastructure est le fruit de la coopération entre la SAPCO et les partenaires suisses. Le directeur général Souleymane Ndiaye était notre invité dans le 20h. La dépigmentation est un vrai problème de santé publique au Sénégal. L'alerte a été lancée par l'association AIDA qui informe sur les dangers de cette pratique qui est responsable de plusieurs pathologies médicales. À Ziguinchor, c'est la période des agrumes avec les oranges qui sont en pléthore. Du coup, il reste juste un problème d'écoulement avec les bateaux pour assurer le fret jusque dans les autres régions. Antoine Félix Abdoulaye Diome exhorte les opérateurs à respecter les délais de production des premiers barils de pétrole. La tranche entre le mois de mai et juillet est la période retenue sur la plateforme du FPSO. Le ministre du Pétrole et des Énergies a indiqué que 95% des opérations sont bouclées. Visite au large de Sangomar sur le champ pétrolier avec nos équipes. Aminta Mengafal. C'est un peu après 10 heures que l'hélicoptère transportant le ministre du Pétrole et des Énergies et sa délégation a atterri sur le FPSO Léopold Sédar Senghor. L'unité flottante de production, de stockage et de déchargement est arrivée sur le champ pétrolier Sangomar le 10 février. Le ministre a eu droit d'abord à une présentation des opérations du FPSO. Antoine Félix Abdoulaye Diome a par la suite visité ces différentes installations. Après une visite guidée, nous avons pu nous rendre compte sur site de l'avancée du projet. Et en ayant fait le point, on s'est rendu compte que le taux de réalisation global est de 95% pour un premier baril attendu entre le mois de mai et le mois de juillet 2024. Et j'ai insisté au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, parce qu'il y tient. Il tient à ce que le First Oil soit livré conformément au calendrier qui a été retenu. Et les ingénieurs qui sont sur site s'attellent à l'atteinte de cet objectif. Et ils ont tenu des propos très rassurants parce qu'ils ont effectivement expliqué que le chantier se passe, l'exécution du chantier s'effectue normalement. L'État du Sénégal et la filiale Woodside Energy, opérateur du projet Sangomar, franchissent une étape importante dans l'exploitation du pétrole. Notre bassin sédimentaire est encore sous-exploré. Sur un ensemble de 32 blocs répartis sur le territoire terrestre et le territoire maritime, 21 blocs sont encore libres. Pour les blocs qui font l'objet d'attribution et pour ceux sur lesquels des découvertes ont été déjà réalisées, il y a beaucoup de choses encore à apprendre et à découvrir au fur et à mesure que l'exploitation se fera. Sur le champ de Sangomar, effectivement, il y a du pétrole et du gaz, mais pour le moment, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup plus de pétrole que du gaz. Plus d'une vingtaine de Sénégalais travaillent actuellement sur la plateforme. L'une des composantes du FPSO est l'unité de comptage. Elle permet de bien préserver les intérêts du Sénégal. Quand on sort le pétrole, il faut savoir qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est traité et qu'est-ce qui est commercialisé. Et pour bien assurer la défense des intérêts, ou en tout cas bien préserver les intérêts de l'État du Sénégal, mais aussi de Petrosen, il y a en permanence sur le navire des équipes composées d'ingénieurs à la fois de Petrosen, mais également de la direction des hydrocarbures. Le champ pétrolier Sangomar, c'est près de 24 puits forêts avec un réseau d'infrastructures sous-marines qui n'est pas sans risque, notamment pour les pêcheurs. Vous savez, pour des projets de cette nature, d'une certaine complexité, mais impliquant des parties venant d'horizons divers, dont nos parents et amis, les pêcheurs, il faut toujours discuter, expliquer pour la sécurité de tout le monde. De sorte qu'il va falloir, dans le respect des droits des uns et des autres, qu'il n'y ait pas de divergence fondamentale par rapport à l'approche, mais aussi par rapport à la pratique de l'activité de chacun. Et j'ai bien aimé les travaux de communication, d'interaction au quotidien qui se mènent
entre l'ensemble des communautés des pêcheurs vivant principalement à Joal, à Rufisque, à Mbour et à Thiaroye-sur-Mer, ainsi que les équipes de Petrosen, de Modec, mais aussi de Woodside. C'est une véritable course contre la montre pour respecter les délais concernant le démarrage de l'exploitation du pétrole. Le FPSO est un élément central du dispositif d'exploitation du champ pétrolier de Sangomar. Avec une capacité de production de 100 000 barils par jour, le FPSO fera entrer le Sénégal dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole. Aminata Mbengue Fall, depuis le FPSO Sangomar pour la RTS. Voilà, merci beaucoup Aminata Mbengue Fall. Je vous le disais en titre, bientôt au centre d'ophtalmologie à Saly, dans la ville de Saly. La construction de cette infrastructure est le fruit d'un partenariat entre la SAPCO et les partenaires suisses pour traiter certaines affections comme le glaucome. Le directeur général de la SAPCO, Souleymane Ndiaye, était notre invité dans le 20h. Nous l'écoutons. C'est un centre qui a été construit et financé globalement par Suisse Visio. Nos partenaires, c'est des partenaires suisses, n'est-ce pas? La SAPCO Sénégal a mis à la disposition de nos partenaires les terres, n'est-ce pas, au niveau de Saly, pratiquement 6 000 mètres carrés. Je rappelle qu'au Sénégal, auparavant, quand quelqu'un avait le glaucome, il ne pouvait pas se faire soigner. D'habitude, on ne donnait que des gouttes pour faire baisser la tension au niveau des yeux. Mais avec l'inauguration de ce centre ophtalmologique, cela va nous permettre vraiment de faire des opérations. Pas uniquement au Sénégal, mais même nos compatriotes également qui sont au niveau du Mali, du Burkina Faso et tout ça. Et même les habitants de la CEDEAO pourront venir se faire soigner ici au niveau de Saly. Cela va nous permettre de lancer ce qu'on appelle le secteur du tourisme médical. Auparavant, quand on parlait du tourisme médical, les gens ne pensaient qu'au pays maghrébin, n'est-ce pas? Mais actuellement, quand quelqu'un quitte la Côte d'Ivoire pour venir au Sénégal, il va prendre un hôtel, il va payer des taxes. Et cela va nous permettre également de lancer ce secteur-là, de renflouer les caisses de l'État, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un secteur justement rentable dans des pays comme le Sénégal, les pays de la sous-région? Bon, je rappelle que ce centre-là ne traite pas uniquement le glaucome. Mais il y a des pathologies beaucoup plus complexes au niveau des yeux, n'est-ce pas, telles que la rétine et d'autres maladies que certainement les spécialistes en la matière pourront vous les dire. Mais en tout état de cause, ce centre-là est vraiment non seulement novateur et actuellement, c'était une demande au niveau de la sous-région, n'est-ce pas? Cela va nous permettre non seulement de contribuer vraiment à la relance du secteur du tourisme médical, mais la SAPCO Sénégal était dans une dynamique de faire ce qu'on appelle la requalification de Saly en ville verte, conformément aux recommandations du projet PDTE avec la Banque mondiale, n'est-ce pas? Nous avons pu récupérer 50 mètres sur la plage de Saly et également 7 km de côte, n'est-ce pas? Dans la même dynamique, avec le lancement de ce centre ophtalmologique et d'autres projets également qui vont venir. Cela va nous permettre vraiment de maintenir la station balnéaire de Saly et de rendre la station vraiment rentable. Et si vous parlez des hôtels, des touristes qui pourraient venir se faire soigner, vivre dans les hôtels, quelles sont les autres retombées qu'on peut attendre dans tel projet? Bon, je rappelle qu'au Sénégal, on a plus de 165 000 aveugles. 165 000 aveugles et plus de 6 000 non-voyants, n'est-ce pas? Et pour la plupart du temps, c'est le glaucome. Pour la plupart du temps, c'est le glaucome. Et ce centre va permettre non seulement de traiter ces pathologies, mais également cela va générer des emplois pour non seulement la commune de Saly, mais je rappelle que ce n'est pas uniquement les médecins suisses qui vont y travailler, mais c'est des médecins sénégalais la plupart du temps. Les Suisses feront ce qu'on appelle le transfert de technologie. Il y a nos ophtalmologues vraiment qui seront mieux formés, de ceux qui sont très bien formés, mais en ce qui concerne certaines maladies telles que le glaucome, je pense que ce serait une bonne chose de faire ce qu'on appelle le transfert de technologie. Cela va nous permettre certainement demain
d'ouvrir ce type de centre-là dans d'autres localités du pays pour le bonheur vraiment de la population sénégalaise. Et je voudrais rappeler également que les prix seront accessibles à la population. C'est les prix homologués par le ministère de la Santé qui seront appliqués au niveau du centre ophtalmologique de Saly. Bien sûr, c'est un partenariat public-privé. Et demain, ce sera l'inauguration à Saly. Comment ça va se passer? Bon, demain, c'est le ministre en charge de la Santé, Madame Marie-Khémesse Ngom, qui va procéder à l'inauguration. Mais également, le gouverneur de la région de Thiès va y prendre part. Et moi-même, en tant que directeur général de la SAPCO Sénégal, ainsi que nos partenaires suisses, de Suisse Visio. Voilà, Souleymane Ndiaye, directeur général de la SAPCO, avec la construction de ce centre destiné aux affections ophtalmologiques. La dépigmentation cosmétique volontaire est un vrai problème plutôt de santé publique au Sénégal. Cancer de la peau, diabète, hypertension artérielle, entre autres maladies chroniques dues donc à l'utilisation de ces produits toxiques. L'alerte a été lancée par l'association AIDA qui sensibilise l'opinion publique sur les méfaits communément appelés du Khessal au Sénégal. Fatou Diouf. Khessal, Tchatcho, Djangsang, tous ces mots en langue africaine signifient la dépigmentation. Se blanchir la peau, un phénomène de mode qui a pris une grande ampleur en Afrique. Au Sénégal, par exemple, une étude de 2018 parle de 52 à 72% de femmes dépigmentées à Pikine, Parcelles Assainies, Kaffrine, entre autres localités du pays. Lors de ce panel, nous avions exposé certains résultats et grâce à une campagne médiatique acharnée, nous avions réussi à obtenir l'interdiction des publicités dépigmentantes. Mais cette victoire a été freinée par la pandémie Covid-19. Les complications sont nombreuses: hypertension artérielle, diabète, cancer cutané. La dépigmentation n'épargne même plus les enfants et les hommes. Il y a trop de conséquences négatives pour pouvoir continuer ça. On dépense de l'argent, on met en danger notre vie pour avoir une couleur plus claire. Pourquoi? Pour avoir un statut social plus élevé, pour plaire aux hommes. Pourquoi on fait ça? Des initiatives de lutte contre ces fléaux sont nombreuses, mais le problème persiste toujours. L'association AIDA mise sur la sensibilisation pour un arrêt définitif de cette pratique dangereuse. Nous avons formé de nombreux professeurs de SVT, Sciences de la vie et de la terre. Nous avons formé beaucoup d'élèves. Nous avons réalisé des documentaires. Nous avons eu à former des journalistes. Quand même, nous continuons de sensibiliser, même si nous avons des adversaires assez redoutables et parfois même des médias. Ce panel, organisé par le Musée des civilisations noires, est une tribune pour alerter les femmes et les populations en général sur la problématique de la dépigmentation volontaire. La Fédération générale des travailleurs du Sénégal, FGTS, a tenu son premier congrès extraordinaire samedi. Et ils sont venus de tout le pays pour participer à cette assemblée générale. Les militants ont rendu un hommage mérité au bâtisseur de la Fédération, Sidi Ndiaye, Mariam Biramba. Il était l'absent le plus présent, Sidi Ndiaye, icône du syndicalisme qui a quitté ce bas monde le 14 juin 2023. À travers ce congrès, ses compagnons lui rendent hommage. C'est leur premier congrès depuis son décès. Tout le Sénégal est aujourd'hui à l'hôtel de ville pour rendre hommage à cet homme. Parce qu'il faut qu'on le comprenne ainsi. Ce congrès-là a été dédié qu'à un seul homme, son bâtisseur, c'est-à-dire le bâtisseur de la FGTSB, qui est Sidi Ndiaye. Pendant plus d'une trentaine d'années, il était là avec ses hommes et femmes. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour lui rendre cet ultime hommage. Et je pense qu'aujourd'hui, là où il doit reposer en paix parce que ses camarades sont là pour lui dire merci. Jusqu'à sa mort, il se battait pour le droit des travailleurs. Les 15 secrétaires généraux des syndicats affiliés à la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, FGTSB, sur les 19 que compte la centrale, sont présents au rendez-vous. À cette occasion, Moussa Sissoko a été porté à l'unanimité à la tête de la FGTSB. Son pari, préserver le legs du bâtisseur de la fédération. Prendre la place de quelqu'un, c'est facile. Mais le remplacer, c'est difficile. En tout cas,
J'ai pris la place de Sidia, mais j'espère que mes camarades vont m'aider à accomplir sa mission. Il nous a appris l'unité, il nous a appris la concorde. Et nous allons continuer justement à faire comme il le faisait lui. L'unification du mouvement syndical pour faire face à la préoccupation des travailleurs, thème retenu de ce premier congrès de la coalition FGTS, composée de la FGTS-A et de la FGTS-B. Un nouvel élan pour l'amélioration de la condition sociale de ses membres. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie a remis des ordinateurs et tablettes aux services qui ont participé au 5e recensement général de la population. Et ce matériel informatique devrait permettre à ces structures de mieux faire la collecte des données. Salut Sek. Un acte symbolique pour magnifier le travail déterminant des acteurs. À travers ce geste, l'ANSD participe à la capacitation de ces structures administratives, universitaires, scolaires, des hôpitaux et des collectivités territoriales, entre autres. Aujourd'hui, nous avons fait une première vague de remise d'ordinateurs et de tablettes pour le commandement territorial. Vous avez vu aussi les universités. UCAD, UGB, Université de Thiès, Université Assane Seck de Ziguinchor, Université de Bambey. Toutes les universités sont dotées d'ordinateurs et de tablettes. Les ordinateurs, c'est une valeur d'à peu près 570 millions. Les tablettes, ça tourne autour de 375 millions. Bref, c'est un lot d'équipements qui tourne autour de 1 milliard et qui vont servir à toutes ces entités. L'ANSD nous a doté d'un outil remarquablement précieux pour les activités de recherche qui intéressent certaines de nos thématiques à l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Au total, 30 000 agents ont fait le tour du Sénégal, une mission qui a permis de collecter une mine d'informations permettant une réussite totale du 5e recensement de la population. Le recensement est une excellente réussite qui est très riche en informations. Nous l'avons réussi grâce au concours de l'État, 23 milliards, aux ménages qui nous ont ouvert leurs portes, mais aussi à tous les services de l'administration, mais le secteur privé aussi. Cette cérémonie de remise de matériel informatique marque le début du renforcement des relations de partenariat entre l'ANSD et des services qui produisent des données et qui ont participé de manière significative à la réussite du 5e recensement général de la population. Voilà donc la remise d'ordinateurs et de tablettes aux différents services qui ont participé au recensement général de la population RGP 5. Dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions. Le gouverneur de Thiès dans les champs horticoles de Khombole, le chef de l'exécutif régional, constate les performances de plusieurs productions agricoles, notamment dans la filière oignon et la pomme de terre. Au retour sur ces différentes étapes de cette visite avec Fatimata Banelba. C'est avec une fierté non dissimulée que les populations des villages de Kaba, Ngodjan et Mbewan dans la commune de Ndiayen Sirar ont accueilli le gouverneur de la région de Thiès et ses chefs de service, venus visiter les initiatives individuelles agricoles dans cette partie de Khombole. Des champs de pommes de terre et d'oignons à perte de vue avec des rendements des plus satisfaisants. 500 tonnes de pommes de terre arrivées à maturité et 15 000 tonnes d'oignons sur le marché, mais également 4 grands bassins piscicoles, de quoi assurer un bon approvisionnement du marché local. La première exploitation de pommes de terre sur 25 hectares est en phase de récolte. Nous avons poursuivi pour voir une autre exploitation d'oignons. Là aussi, c'est un énorme plaisir. Nous avons pu visiter le bassin piscicole, en l'occurrence 4 bassins d'une très grande envergure, et nous avons pu constater que les poissons sont arrivés à maturité. Donc dès demain ou la semaine prochaine, ils peuvent déjà être mis sur le marché au profit de nos populations. Et ensuite, nous sommes allés au niveau de l'élevage, la partie élevage de cette exploitation, avec presque 70 sujets, tous importés. Toutes ces réalisations sont l'œuvre d'un seul promoteur agricole.
Mamadou Thiaw, originaire de cette partie du département de Thiès, qui s'est investi pour le développement de la zone. Sur fonds propres, il a réussi à asseoir une entreprise agricole qui emploie plus de 200 personnes, dont les 80% sont des femmes. Nous avons démarré notre projet sans le soutien de l'État, mais nous souhaitons être renforcés quand même pour développer l'agriculture. Chaque année, l'État dépense des milliards pour importer des denrées qui sont cultivées ici. Pourquoi ne pas accompagner les initiatives individuelles pour développer le secteur? Je reste convaincu que tout pays qui veut tendre vers l'émergence doit développer son agriculture. Monsieur l'adjoint maire, moom itam def fi nag ñaari ferme wala ñetti ferme yu mag. Monsieur l'adjoint au maire a une grande ambition de développer son village natal. Et depuis qu'il a implanté ces fermes intégrées, c'est des centaines de personnes qui y trouvent leur compte. Et j'espère que monsieur le gouverneur va inviter les chefs de service concernés à accompagner le projet, surtout concernant la disponibilité des intrants subventionnés. Cette visite du chef de l'exécutif régional a permis également de voir l'étendue des investissements consentis par le promoteur, mais également une occasion de repenser le mode de financement des structures étatiques. L'approche communautaire en soi n'apporte pas toujours les résultats escomptés. Une politique depuis 1960 qui consiste à faire suivre projet après projet, milliard après milliard, sans aucun résultat, il nous faut nous interroger. Et en tant que gouverneur de région, responsable du développement économique et social de cette circonscription, moi je milite pour l'accompagnement des initiatives individuelles qui sont déjà des modèles de réussite, mais également qui créent de l'emploi. Et c'est ça le vœu de l'État. Aux habitants de Ndiéyène Sirakh et environ, le gouverneur Oumar Mamadou Baldé promet soutien et accompagnement, surtout pour la réalisation de magasins de stockage et de chambres froides capables de conserver les produits horticoles. Outre l'agriculture, Mamadou Thiaw a construit également un poste de santé de dernière génération pour une bonne prise en charge médicale des populations de Ndiéyène Sirakh. Il est un exemple pour le reste du Sénégal. Nous allons parler de ces femmes déterminées, créatives, solidaires également. À Kaolack, dans le quartier Sahara, le GIE Bokudjom incarne une nouvelle dynamique dans la transformation des produits locaux, 150 kg de céréales par jour par exemple. Claire Diop nous plonge dans les ateliers de ces femmes qui gagnent leur vie à la sueur de leur front. Elles se sont constituées en groupement et s'activent dans la transformation et la commercialisation des produits locaux. Le projet initié a démarré depuis quelques années déjà. Au niveau du siège situé au quartier Sahara de Kaolack, c'est environ 150 kg de céréales qui sont transformées au quotidien. Sur toute la chaîne, le travail se fait manuellement, mais dans le respect strict des règles d'hygiène. Vraiment, nous transformons tout ce qui est produits locaux, céréales, fruits et légumes. On nous fournit la matière première. Nous collaborons avec des producteurs de la zone. Pour le mil et le maïs, nous avons besoin d'une très grande quantité. Et c'est pour cela. Nous signons un contrat avec les producteurs. Nous avons une rupture. Pour assurer justement la disponibilité de la matière première, le GIE Bokudjom a signé des contrats avec certains producteurs. L'écoulement du produit fini se fait sans beaucoup de difficultés. Un dispositif huilé est mis en place à cet effet. Chaque mois, une tonne. Nous, chaque mois, nous livrons à un de nos fidèles clients 3 tonnes de produits. C'est du haraou, du couscous et du tchakri. Vous voyez un peu le volume de travail. À cela s'ajoutent d'autres commandes de 500 kg, 300 kg et les livraisons que l'on fait dans notre environnement proche. J'ai plusieurs clients grossistes ici à Kaolack. Souvent, c'est soit 200 cartons par mois, 180. Cela dépend. Tout cela se fait à la main, comme je vous ai dit. 80 cartons, nous l'avons. Moi, je livrer 600 cartons dans le mois.
Et pourtant, cette forte production est très en deçà de sa capacité. L'initiatrice du projet veut moderniser son unité. Cependant, les moyens font défaut. Équipement yima soxla konon bu yebo manela conteneur sax lay charger di dem. Je voudrais disposer d'équipements modernes pour mieux développer mon activité. Cela me permettra d'augmenter considérablement ma capacité de production. J'ai besoin de machines grandulateurs, de sacheuses et aussi la disponibilité des emballages. Cela nous facilitera beaucoup le travail. Jënd emballage bi nga wara jënd wara livrer commande yi nga wara livrer su boba dina metti bo xamné ni ëpp na. Khadijatou Diouf a comme entre autres ambition de faire la promotion des produits locaux, de lutter contre la pauvreté, aussi l'autonomisation de la femme et le sous-emploi des jeunes. Elle se veut un exemple de réussite. Elle a démarré sur fonds propres avec un budget de 150 000 francs CFA. Aujourd'hui, plusieurs caps franchis. Le GIE Bokudjom emploie plusieurs jeunes, hommes comme femmes, avec un chiffre d'affaires de plusieurs millions de francs CFA chaque mois. Nous allons dans le sud-est du pays, au quartier abattoir complémentaire de Tambacounda. Les mères d'élèves s'activent dans le maraîchage. Leur jardin se trouve dans l'école élémentaire. En période de Ramadan, ces femmes s'investissent plus dans la culture des feuilles de menthe, communément appelées nana. Tchorodien s'est rendu au jardin de leur association. Nous suivons son reportage. École élémentaire, abattoir 1. En plus des enseignements, apprentissages, des activités de jardinage. Ce projet a été mis en place en 2015 par Christiane Badji, enseignant créé en mai. Les bénéficiaires sont les mères d'élèves, constituées en association. Ils étaient une cinquantaine auparavant. Et il y avait beaucoup de monde ici. Et on a fait des réunions. Lorsque ça s'est accompli, on a commencé le jardin, on a distribué chacun une planche. Et c'est en ce moment-là qu'on a commencé en novembre 2016. En période de Ramadan, les feuilles de menthe sont très prisées. C'est pourquoi les femmes se sont focalisées sur cette culture. Dans ce périmètre maraîcher, 7 variétés de feuilles de menthe sont disponibles. Sauge, ordinaire, menthe, face, maroc, pastille et nana gingembre. Machallah, pendant le mois de Ramadan, les feuilles de menthe se vendent comme des petits pains. En cette période, on se frotte les mains. Vraiment, c'est rare de voir cette variété de feuilles de menthe dans un seul jardin. C'est la générosité des membres de l'association. Elles cherchent souvent des semences jusqu'à Thiès, Dakar, partout dans le Sénégal. Le travail de jardinage est très difficile, surtout au début. Il faut arroser au moins 3 fois par jour. Dès que le produit dépasse la phase de croissance, on peut rester 2 jours sans arroser. C'est très passionnant. En novembre 2016, date du démarrage des activités de maraîchage à l'école, les femmes étaient au nombre de 50. Aujourd'hui, moins d'une vingtaine continuent à s'activer. Les problèmes seulement, parce que si tu viens ici, le matin tu viens, le soir tu viens et tu ne peux pas parvenir à tes besoins. Elles ont trouvé mieux, oui, ailleurs. Notre problème principal ici, c'est un financement, c'est un problème d'appui. Qu'elles puissent appuyer les femmes ici, parce que ici on a des femmes très, très, très dynamiques, très dévouées, vraiment, qui n'ont pas beaucoup de moyens de formation, surtout en jardinage aussi. On a ce projet avec l'AME de créer un poulailler parce qu'on a un espace pour faire ça. Oui, si on avait un financement, ça serait mieux. À Tambacounda, plusieurs écoles disposent d'une AME, c'est-à-dire Association des mères d'élèves. Dans certains établissements scolaires, à côté des activités de maraîchage, l'aviculture et d'autres activités génératrices de revenus sont initiées. C'est la période des agrumes à Ziguinchor. Le commerce de ces fruits saisonniers nourrit bien son homme, mais les producteurs, grossistes et revendeurs sont parfois obligés de vendre à perte. La raison, c'est la situation qui est due à l'arrêt du bateau qui facilitait le fret jusqu'à Dakar, mais également le manque d'unités de transformation qui demeure un problème entier. Mariama Bangoura, RTS 4 à Casamance. À peine la pirogue accostée, les commerçants prennent d'assaut les bassines et sacs d'agrumes pour avoir quoi vendre ces 2 jours à venir.
Ramabadi vient de Diatok dans le Blouf avec sa récolte. Elle attend que tout soit calme pour vendre ses sacs d'oranges. Nous venons juste d'arriver et le marchandage va bientôt commencer avec les clients et nous verrons ce que ça va donner. Brigitte Badi s'active dans le commerce de fruits saisonniers. 3 fois par semaine, elle achète sur place sa marchandise auprès des fermiers qui débarquent ici, à l'ancien bac. En ce moment, oranges, mandarines et clémentines sont sur toutes les étals. Une activité que Brigitte et Astou Dabo trouvent rentable. Chaque mois, il y a un fruit sur le marché. C'est par saison. On y trouve des bénéfices vraiment, grâce à Dieu. On achète dès que les pirogues arrivent pour revendre. Cela nous facilite beaucoup. Avant, nous allions vers eux dans les villages pour acheter, mais aujourd'hui, c'est eux qui viennent. C'est un soulagement et nous y gagnons vraiment. Au marché syndicat ou Guana de Bukot, les Banabana ont fini de faire le plein de fruits. Nous rendons grâce à Dieu. Nous ne restons jamais sans avoir quoi vendre. En cette période, il y a des oranges et des mandarines, entre autres. Oranges et mandarines sont récoltés au même moment, et même les pamplemousses. Il y a beaucoup de fruits. Dieu merci. C'est comme ça chaque mois. Sinabey et Diari Diallo ne vendent que des oranges, avec des fruits bien épluchés à 100 francs l'unité. Elles peuvent vendre jusqu'à 15 000 francs par jour. Je suis là pour acheter des oranges. Je vais ensuite à ma cantine les éplucher pour les revendre. C'est vraiment rentable. Je vends 3 seaux par jour. Le matin, à midi un autre et le soir aussi la même chose. La consommation de fruits, une pratique bien adoptée par ce monsieur qui préfère nous parler dans l'anonymat. Il a fini de choisir des tas de pamplemousses à 200 francs. C'est ce qu'on nous conseille, de consommer suffisamment de fruits et d'éviter tout ce qui est gras. Les pamplemousses, c'est bien par rapport à la santé, c'est très bien. À chaque période, j'ai choisi les fruits de la période. Actuellement, c'est les oranges, c'est les pamplemousses, mais je préfère les pamplemousses. Même si ces fruits se vendent comme de petits pains, aujourd'hui, avec l'arrêt du bateau, ces commerçants se désolent et lancent un appel à l'État. On demande l'État de nous aider, que le bateau revienne. Parce que quand ça vient, ça nous aide beaucoup. Parce qu'en ce moment, les gens qui viennent, s'ils rentrent, ils payent des sarités pour amener au niveau de Dakar. Et nous aussi, nous sommes des banabana, on met nos marchandises pour acheminer ça à Dakar. C'est plus facile aussi. Mais Dieu merci que maintenant, on a la voie routière, c'est bon. Mais le bateau aussi, c'est bon aussi. On demande aussi ça. L'arrêt du bateau n'est pas le seul blocage au développement de la filière. Un saut à la ferme que dirige Karamba Diédiou à Tobor nous permet d'en avoir le cœur net. Ici, la récolte est presque terminée et tout est déjà vendu. Le rendement de cette année est plus important que les années précédentes. Ici, nous n'allons pas chercher les clients. Ils viennent d'eux-mêmes. Nous n'avons vraiment pas de problème d'écoulement. Problème d'écoulement sur les oranges et les mandarines en quelque sorte. Toutefois, le manque de formation et les insectes limitent leur rendement. Les fruits tombent tout le temps. Même avec les pièges à insectes, il y a beaucoup de fruits qui pourrissent. Nous avons besoin de formation en arboriculture. Cela nous aidera beaucoup. Il est déjà formé. La région de Ziguinchor fait partie des rares régions du pays où, à chaque période de l'année, il y a 1 ou 2 fruits sur le marché au grand bonheur des consommateurs. L'absence d'usine de transformation constitue un manque à gagner pour la filière. Pour l'heure, les producteurs, les grossistes et les revendeurs vendent parfois à perte. Voilà, donc c'est la période de forte consommation des agrumes à Ziguinchor. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Dans un instant, Philomène Constance Diagne va prendre le relais pour la version Wolof.